Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. On a tous connu ce fameux dilemme, n'est-ce pas? On a très envie de proposer une super activité créative à un tout petit, on sort le mythique petit pot jaune ou rouge de pâte à modeler, et là, on bloque net sur l'étiquette. C'est écrit en gros 3 ans et plus. Alors faut-il vraiment attendre si longtemps? Surtout quand on sait que pour un bambin, n'importe quel objet ressemble d'abord à un menu dégustation. Aujourd'hui, on va déconstruire les mythes et regarder les faits, les vrais, validés par les pros de la petite enfance. Au programme aujourd'hui, on commence par le véritable âge recommandé. On verra ensuite comment identifier et éviter les dangers. Je vous donnerai 2 recettes maison ultra sécurisées. On évaluera ce que vaut vraiment la pâte du commerce. On parlera des super pouvoirs de la manipulation sur la motricité. Et on terminera par les règles d'or du jeu. Allez, c'est parti avec notre première partie, le véritable âge recommandé, ou comment aller bien au-delà de ce que dit l'emballage. C'est vraiment la question qui nous brûle les lèvres. Pourquoi diable l'emballage indique-t-il 3 ans? On voit partout des parents proposer cette activité dès 18 mois avec un succès fou. Alors pourquoi cette barrière stricte des 36 mois? Eh bien, croyez-le ou non, ce n'est pas un hasard ni juste les avocats de la marque qui se protègent. C'est basé sur une réalité biologique bien précise. En fait, avant 18 mois environ, les bébés explorent leur environnement d'une manière bien particulière, avec leur bouche. C'est le fameux réflexe de mise en bouche. Le fabricant sait très bien qu'à ce stade précis, un petit bout de pâte bleue fluo n'est absolument pas perçu comme un outil d'art plastique. Non, c'est vu comme un amuse-bouche un peu exotique. Du coup, cette restriction d'âge, ce n'est pas qu'une question de bougie sur un gâteau, c'est véritablement une mesure de sécurité liée à un stade de développement incontournable. Le vrai secret ici, la clé de l'énigme, c'est de changer complètement notre façon de voir les choses. Oubliez l'âge civil sur le calendrier. Ce qu'il faut observer attentivement, c'est le comportement. Le feu vert, c'est quand l'enfant commence à manipuler des objets uniquement avec ses mains, sans que ça finisse automatiquement sur sa langue. Ce fameux déclic, cette maturité comportementale, ça arrive en général autour de 18 mois. Et c'est exactement ce signal qui nous dit « Ok, l'exploration manuelle a pris le dessus, on peut commencer ». Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, identifier et éviter les dangers pour naviguer là-dedans en toute sécurité. Regardons les choses en face et déconstruisons les risques un par un de manière totalement objective. L'étouffement? Oui, c'est un risque élevé, mais la prévention est super simple. On donne des tout petits morceaux et on garde un œil dessus en permanence. Ensuite, les allergies, notamment au blé. La gravité est variable, mais si on utilise une pâte à base de fécule de maïs, le problème est réglé à 100%. Et pour finir, la prolifération des bactéries. C'est un risque modéré qu'on gère très facilement en gardant la pâte au frigo et en la jetant impérativement au bout de 2 semaines. Vous voyez, à chaque problème, sa solution logique. Par contre, attention, il y a un point sur lequel on ne plaisante pas du tout, le borax. Vous savez, ce fameux borate de sodium qu'on voit souvent dans les vidéos virales pour faire du slime sur Internet? N'en utilisez jamais. C'est un perturbateur endocrinien extrêmement toxique, que ce soit si l'enfant l'avale ou même par simple contact prolongé avec la peau. Le borax ne doit sous aucun prétexte approcher les mains d'un tout petit. C'est non négociable. Passons maintenant aux solutions pratiques, notre troisième partie. 2 recettes maison complètement sécurisées. Quel soulagement, honnêtement, de savoir qu'on peut fabriquer une pâte sans aucun stress pour les petits dès 18 mois. L'astuce, c'est une recette techniquement comestible et surtout sans la moindre once de sel. On mélange juste une tasse de fécule de maïs, un tiers de tasse d'eau tiède, une cuillère à café d'huile de coco et un peu de colorant. Alors oui, je vous l'accorde, elle est un peu friable, elle a tendance à casser si on tire fort dessus, mais l'avantage énorme, c'est que si un petit bout finit avalé dans un moment d'inattention, eh bien c'est absolument sans danger pour leur petit organisme. Maintenant, comparons ça avec la recette classique, celle qu'on recommande plutôt vers l'âge de 2 ans. La grande différence ici, c'est l'ajout massif de sel fin, une demi-tasse pour une tasse de farine. Ça donne une texture hyper élastique, vraiment géniale à pétrir. Mais ce sel joue surtout un rôle de garde du corps. Il agit comme un répulsif naturel surpuissant. C'est tellement, tellement salé que si l'enfant a la drôle d'idée d'y goûter, il va faire une grimace mémorable et recracher le tout instantanément. Quatrième partie, que vaut la pâte industrielle? Car oui, on n'a pas toujours le temps ou l'envie de jouer aux apprentis chimistes dans sa propre cuisine. Si vous préférez acheter des petits pots tout faits dans le commerce, voici le code de triche ultime à repérer d'urgence sur l'emballage, la norme EN 717. C'est littéralement votre bouclier de sécurité officiel. Un produit qui affiche cette norme, c'est la garantie de limites extrêmement strictes sur les métaux lourds, l'absence totale de conservateurs douteux et un vrai contrôle des allergènes. C'est vraiment la mention incontournable avant de passer en caisse.
Et devinez quoi, l'industrie utilise exactement la même astuce redoutable que notre recette maison des 2 ans. La pâte du commerce est blindée de sel. Elle est volontairement fabriquée pour être imbuvable et provoquer ce fameux réflexe de rejet salvateur. Par contre, gardez bien en tête un détail crucial, ces pâtes classiques vendues en magasin sont presque toujours faites à base de farine de blé. Donc si on a une suspicion d'allergie au gluten à la maison, prudence. Et tout ça nous mène à notre 5e point, les bienfaits sur la motricité. Au fond, pourquoi est-ce si essentiel de les laisser patouiller là-dedans ? Eh bien, c'est là que la magie opère vraiment. Quand on décortique la biomécanique du jeu, c'est fascinant. L'enfant qui roule un boudin sur la table, il est en train de travailler à fond la coordination de ses 2 mains et la symétrie de ses gestes. L'enfant qui pince un tout petit morceau, il entraîne sa prise en pince, le fameux duo pouce-index, développant une précision presque chirurgicale. Et quand il essaye de découper la pâte avec un petit couteau en plastique, il apprend à son cerveau à définir une main dominante qui agit et une main assistante qui tient le bloc. C'est la base même de la latéralisation. Et accrochez-vous bien, car voici la vraie révélation de ce décryptage. Cette force dans les doigts, cette agilité de la pince pouce-index, cette capacité à contrôler précisément la pression qu'on met sur un objet, ce sont littéralement les prérequis mécaniques absolus pour qu'un jour, cet enfant puisse tenir un stylo et tracer ses premières lettres. En fait, les petits jeux de modelage d'aujourd'hui sont en train de façonner directement et concrètement l'écriture de demain. C'est quand même incroyable, non ? Pour que tout ça se passe bien et sans accroc, passons à notre dernière section. Les règles d'or du jeu, celles qui, à mon sens, ne sont tout simplement pas négociables. Voici les 5 règles d'or pour un atelier réussi et zen. Règle numéro 1, on installe toujours l'activité à une table. On ne se balade jamais avec la pâte dans le salon, car la position assise réduit énormément les risques d'étouffement. Règle numéro 2, supervision constante, on ne quitte pas la pièce. Règle 3, on ne donne qu'une petite quantité à la fois, disons de la taille d'une mandarine. Règle 4, et c'est super important pour éviter les confusions, on ne mélange jamais le temps de jeu avec l'heure du repas ou du goûter. Et enfin, règle 5, un lavage de mains savonneux obligatoire à la fin pour éviter que des petits résidus salés n'aillent irriter les yeux. Bon, soyons très réalistes. On a beau mettre toutes les règles du monde, il y a fort à parier qu'un petit bout finira par faire un vol plané vers une bouche. Si ça arrive, pas de panique. La réaction doit être hyper calme. On dit simplement non, on retire la pâte tout de suite et on propose un plan B, comme un anneau de dentition s'il a vraiment ce besoin physique de mâchouiller. Et si malgré tout l'enfant s'obstine à vouloir la dévorer, eh bien, c'est le signe clair qu'il faut juste faire une petite pause, ranger le matériel et retenter le coup dans quelques semaines, sans aucune pression. On l'a vu, l'emballage donne un âge indicatif, c'est vrai, mais au final, c'est votre propre observation au quotidien qui donnera le vrai feu vert. Alors ce fameux réflexe de tout porter à la bouche a-t-il vraiment disparu ? La curiosité de créer avec ses mains a-t-elle finalement pris le dessus sur l'envie de tout goûter ? Bref, la question que je vous laisse pour terminer, votre enfant est-il réellement prêt à modeler aujourd'hui ? Gardez un œil sur ces petits signaux, faites-vous confiance et à très vite.